C'est toujours un plaisir de vous retrouver, chers amis internautes, pour partager avec vous les informations sur Mourides TV. Bonjour et bienvenue. Célébration du 30e anniversaire du ministère pastoral féminin de l'Église protestante méthodiste du Bénin, EPMB. C'était à l'occasion de la 6e édition de la retraite annuelle des femmes pasteurs de cette église. Les moments forts de cette célébration sont à suivre dans un instant. Avec Nathaniel Kitty, enseignant-chercheur en sciences politiques à la FADESP, à l'université d'Abomey-Calavi, nous parlerons des principes et valeurs de la démocratie et de certaines questions qu'elle suscite. De nos jours, l'accent est de plus en plus mis sur la nécessité de faire certaines analyses avant de s'engager dans le mariage. Quelles sont les raisons de cet état de choses et quelles sont les analyses nécessaires? Éléments de réponse dans ce journal avec Dr Étienne Agossou. À nouveau, bienvenue à vous, mesdames et messieurs. Nous démarrons tout de suite par la retraite annuelle des femmes pasteurs de l'Église protestante méthodiste du Bénin. Cette 6e édition qui marque le 30e anniversaire du ministère pastoral féminin. Et c'est la commune de Dangbo qui a abrité les festivités qui se sont déroulées du vendredi 18 au dimanche 20 septembre 2020. Le compte rendu, c'est dans ce reportage que je vous invite à suivre. 6e édition de la retraite annuelle des femmes pasteurs de l'Église protestante méthodiste du Bénin. Une rencontre qui a démarré ce vendredi 18 septembre 2020 par une prière au temple Béthanie de Dangbo. Une édition spéciale puisqu'elle marque le 30e anniversaire du ministère pastoral féminin dans le PMB. Et c'est autour du thème Femmes, théologie et ministère pastoral, défi au XXIe siècle, que se sont déroulés les échanges ce samedi au Centre chrétien d'accueil et de formation. 30 ans pour les femmes pasteurs, c'est un moment pour qu'on puisse faire le bilan, réfléchir et voir ce qui se passe au sein de l'exercice du ministère pastoral et particulièrement du côté des femmes. La femme a été toujours stigmatisée de manière particulière et plusieurs communautés religieuses ont toujours refusé d'autoriser les femmes à devenir pasteurs. Mais depuis 30 ans exactement, l'Église protestante méthodiste du Bénin a accepté que la femme peut être pasteur. Et la toute première femme qui est sortie il y a 30 ans, c'est la pasteur Okiri Dorcas, épouse d'Ossé. Elle exerce son ministère ailleurs. Et depuis ce temps, je pense que l'Église a vécu ce moment comme un moment d'action de grâce. La manière dont on se plaint parfois du ministère des hommes concernant certaines situations dans les églises, on ne se plaint pas comme ça quand la femme est en poste. Parce que la femme est douée d'une psychologie qui lui permet de maintenir, autant que cela dépend d'elle, la paix au sein de sa communauté. Parce que là où l'homme est appelé à être dur, à s'imposer, à se montrer comme chef, la femme, elle s'humilie, elle est flexible, elle use de tact, elle fait tout ce qui est en son pouvoir pour que la communauté soit en paix. C'est ça qui fait véritablement la joie de l'Église aujourd'hui, de partager ces moments avec les femmes, avec tous les autres défis qui se posent à elles. Ils sont nombreux ces défis à relever et quelques-uns sont ici notifiés. Le premier grand défi, c'est que les femmes se sentent dans le ministère comme êtres humains et non comme femmes. Et ça, c'est le premier grand défi que l'Église est appelée à relever, et surtout les femmes. Et la question nous a été posée, est-ce que dans l'exercice du ministère, nous reprochons quelque chose par rapport aux hommes qui exercent le ministère? Et pourquoi cette particularité de dire pasteur femme, alors qu'on ne dit pas pasteur homme? Le deuxième grand défi, c'est que les femmes que nous sommes, nous puissions écrire l'histoire du pastorat au Bénin. Le pastorat dans le complet. Le troisième défi, c'est au niveau de l'Église même, qui doit considérer
l'être femme dans l'administration en contournant tout ce qui a été culturel au niveau de la déshumanisation de la femme, pour pouvoir donner la place aux pasteurs femmes, selon leurs compétences. Et le défi qui est encore un défi à ne pas négliger, c'est le défi de la formation plurielle, le défi de la formation personnelle, interne, au niveau des femmes. Avec les responsables de l'Église et ceux des communautés ayant reçu des femmes pasteurs, des témoignages ont été faits. Présent à cette rencontre, le président de l'EPMB, son éminence, le révérend pasteur Dr Kondiesu Amosuhunsa, a adressé des mots d'encouragement à l'endroit des femmes pasteurs. Nos impressions sont très bonnes parce que nous avons senti leur engagement, nous avons senti leur détermination et leur bonne volonté dans la foi pour accomplir le devoir missionnaire pour lequel le Seigneur les a appelés. Dieu a appelé des hommes, il a aussi appelé des femmes et elles se battent normalement et convenablement pour faire avancer cette œuvre. C'est pourquoi nous tenons à rendre grâce à Dieu pour cela et nous tenons à leur adresser nos mots d'encouragement et de félicitations pour la réussite de cette célébration des 30 ans du ministère pastoral féminin au sein de l'Église protestante méthodiste du Bénin. Et pour clôturer en beauté la célébration, un culte d'action de grâce a été célébré ce dimanche. Un culte au cours duquel a été faite la dédicace des robes des diacres de la communauté Béthanie de Dangbo et les femmes pasteurs, au total 28 dans le PMB, ont rendu grâce à l'Éternel Dieu à travers des chants et danses. Impression de satisfaction parce que 30 ans dans la vie d'un homme ou d'un être, c'est tellement important qu'il faut s'asseoir et faire le bilan et apprécier. Perspective, c'est que nous devons nous reprendre au sérieux, les femmes, et travailler, donner de bons résultats. C'est ce que nous sommes en train de dire. Dans le ministère, dans le jardin de Dieu, il n'y a ni homme ni femme, mais nous sommes tous appelés à l'œuvre et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et nous savons que le Seigneur est dans notre barque et nous allons évoluer avec l'aide de Dieu. Durant les 5 années dernières, nous avons travaillé sur un grand thème. Quand Dieu rencontre les femmes. Voilà. Et à chaque année, nous essayons d'ajouter un sous-thème que nous développons. Donc nous avons fini avec ce thème, quand Dieu rencontre les femmes. Maintenant, nous avons encore choisi un autre thème pour 5 ans à venir. Et ce thème s'intitule « Femme, lève-toi et deviens lumière ». Ce thème est tiré du livre d'Ésaïe, chapitre 60, le verset 1. Voilà le grand thème que nous allons développer au cours des 5 années prochaines à venir. Et à chaque fois, nous allons essayer de mettre encore un sous-thème que nous allons développer. Et c'est dans une grande joie qu'a pris fin cette célébration. Et le rendez-vous est pris pour l'édition prochaine dans la région de Dassa. Défini comme étant le régime politique dans lequel le peuple dispose du pouvoir souverain et l'applique en respectant des principes, la démocratie suscite aujourd'hui de plus en plus de questions. Et sur quelques-unes d'entre elles, l'enseignant-chercheur en sciences politiques à la FADESP, Nathaniel Kitty, se prononce. Quand on parle de la démocratie, on voit la garantie des libertés publiques, des droits humains par la Constitution. On voit les délibérations populaires, c'est-à-dire pour accéder au pouvoir, il faut passer par les élections libres, transparentes et concurrentielles. On voit la reconnaissance des droits de l'opposition et enfin, on voit la participation citoyenne. Quand on prend ces éléments, les questions que suscite la démocratie aujourd'hui peuvent être à 3 niveaux. Premier niveau, est-ce que les pays africains sont mûrs pour pratiquer la démocratie? Je rappelle qu'un des présidents français, Jacques Chirac, avait affirmé que l'Afrique n'est pas mûre pour pratiquer la démocratie. À cette préoccupation, il faut dire que ceux qui tiennent ce discours ignorent l'histoire de l'Afrique. Quand on jette un regard dans l'Afrique précoloniale, l'Afrique au temps des rois, on prend l'exemple du Bénin, on se rend compte que il y avait dans l'exercice du pouvoir politique dans nos royaumes un certain nombre de principes de la démocratie qu'on peut retrouver.
Vous savez que nos rois étaient désignés, étaient choisis selon les règles établies dans ces royaumes-là. Vous savez que les rois exerçaient le pouvoir en relation avec un certain nombre de personnes. Il y avait un gouvernement. Dans le royaume de Porto-Novo, dans le royaume d'Abomey, il y avait un gouvernement, il y avait un premier ministre, ainsi de suite. Donc, il y a des délibérations en conseil des ministres présidées par le roi. Et le roi respectait les décisions qui étaient prises parce qu'il avait peur des représailles des ancêtres. Il y avait même ce qu'on a appelé l'arbre à palabres qui existait. Il y avait une réunion, il y avait les représentants des femmes, il y avait les représentants des jeunes, des hommes, ainsi de suite. Et on discutait des préoccupations de la cité. Et une décision était prise. Vous voyez par exemple dans le royaume d'Abomey, il y avait les Amazones. Donc les questions liées aux gens, et on les retrouvait dans l'exercice du pouvoir politique dans nos royaumes. Aujourd'hui, dit que l'Afrique n'est pas mûre pour la démocratie et un leurre. Et maintenant, quand on prend la pratique de la démocratie en Afrique au XXIe siècle, vous avez des pays qui ont fait de grands progrès, aussi bien en Afrique francophone qu'en Afrique anglophone et lusophone. Vous prenez le cas du Ghana par exemple. Depuis 1992 que le Ghana s'est engagé dans le processus démocratique, il n'y a pas encore de remise en cause. Vous prenez l'exemple du Bénin. Avant la remise en cause de 2019, la démocratie était bien appliquée et pratiquée. Maintenant, le deuxième aspect sur lequel je vais revenir, c'est est-ce que la démocratie conduit au développement? Vous vous rappelez qu'au Bénin, il y a le président Yahi Boni qui parlait de la démocratie Nescafé, qui parlait de la dictature du développement. C'était des idées qu'il agitait et qui sont issues de la préoccupation selon laquelle la démocratie ne conduit pas au développement. Or, dans la réalité, la démocratie conduit au développement parce que la démocratie permet l'expression des libertés publiques et ces libertés publiques permettent de chercher à savoir comment la chose publique est gérée, permet de dénoncer les gouvernants, ce qui les pousse à mieux gérer. Vous voyez, non? Donc la démocratie doit pousser au développement. Et quand vous regardez même l'histoire récente de la démocratie en Afrique, vous allez constater qu'on est sorti des dictatures pour aller vers la démocratie, étant donné qu'il y a eu la faillite de la gestion des dictateurs. Les institutions de Bretton Woods ont poussé beaucoup de pays à aller à la démocratie. On parlait même de la démocratie au bout des fusils, étant donné que dans certains pays, il y a eu des coups d'État qui ont amené ces pays-là à s'engager dans la voie démocratique. Vous voyez, donc, la démocratie conduit en réalité au développement. Mais on regarde que depuis 2000, il y a eu des pays qui ont émergé un peu partout et qui remettent en cause le consensus néolibéral garanti par les États-Unis, par la France, par la Grande-Bretagne. Ce sont les pays comme la Chine, comme le Rwanda. On constate que dans ces pays-là, les principes et les valeurs de la démocratie ne sont pas respectés comme ça c'est fait en Occident. Mais malgré ça, ces pays-là vont au développement. Alors on va se poser la question de savoir le développement c'est quoi? Et quand on apporte la réponse, on se dit qu'au fait, c'est du leurre étant donné que le développement c'est d'abord un état d'âme physique, un état d'âme psychique, un état d'âme mental. Et quand on va questionner les citoyens de ces pays-là, on peut constater que dans la réalité, ils aspirent à une meilleure jouissance des libertés publiques. Le troisième aspect sur lequel je vais intervenir, c'est que est-ce que la démocratie peut être remise en cause? La réponse est oui, la démocratie peut être remise en cause. C'est l'exemple du Bénin actuellement. C'est l'exemple d'un certain nombre de pays en Afrique, d'un certain nombre de pays en Europe, l'Europe de l'Est. C'est l'exemple d'un certain nombre de pays en Amérique du Sud. Du moment où, à un moment donné, la démocratie peut déboucher sur des crises. En principe, la Constitution doit apporter des réponses à ces crises-là. Donc la bonne pratique de la Constitution doit permettre de sortir de ces crises-là. Mais il arrive que la Constitution soit mal appliquée à ces crises-là. Donc la démocratie fait face alors à l'épreuve de consolidation.
Dans ce cas, la démocratie, soit elle s'arrête. Elle s'arrête et il revient à ceux qui y croient de lutter pour la restaurer. Soit elle disparaît pour un bon moment et la dictature s'installe. Et là, vous allez constater, pour le cas du Bénin, que déjà en 1960, on s'était engagé dans le processus démocratique. Déjà en 1960. Et il y a eu remise en cause. Pourquoi? Parce que les années 60, c'était la guerre froide. Vous avez les différents groupes qui s'affrontaient. Et il fallait s'aligner dans le rang d'un groupe donné. Et le Bénin avait fait son choix. Il y avait une théorie qu'on appelait la théorie du développementalisme qui a émergé. Remise en cause de la démocratie, privilégier le développement, mais ça n'a pas prospéré. Parce que déjà en 90, il y a une remise en cause totale. On a remis tout à plat. C'est la preuve que cette théorie développementaliste n'est pas une théorie qui peut durer dans le temps. Donc, il faut croire en la démocratie. Il faut l'appliquer dans ses principes, dans ses valeurs, parce que la démocratie permet à un citoyen de prendre le pouvoir et de considérer cette prise de pouvoir comme étant un service qu'il veut rendre à la nation. Voyez-vous, ce qui l'oblige à bien gérer. Alors que si on est dans un système dictatorial, c'est seulement celui qui dirige, qui croit que c'est lui seul qui détient la vérité. Alors que dans la démocratie, c'est le peuple, c'est la majorité, c'est la décision de la majorité qui est appliquée tout en reconnaissant les droits de la minorité. Nombre de pathologies et leurs conséquences sur la vie conjugale amènent à se questionner sur les analyses nécessaires à faire par les partenaires lorsqu'ils désirent se marier. Les examens prénuptiaux et leurs objectifs sont ce sur quoi est intervenu Dr Étienne Agossou. Dans cet entretien, on l'écoute. Pour parler des examens prénuptiaux, c'est les bilans qu'on fait avant l'union de deux personnes, c'est-à-dire avant le mariage essentiellement. Et ces examens ont généralement pour le but de détecter s'il y a des tares, souvent récessives, qui peuvent se manifester lors de l'union de ces deux partenaires. Essentiellement, on demande le groupage sanguin qui n'a pas trop d'intérêt, ça ne peut pas être objet de séparation entre deux personnes. Il y a l'électrophorèse de l'hémoglobine qui est essentiellement ce qu'on demande, c'est-à-dire pour voir s'il y a des traits de drépanocytose entre les deux ou bien s'ils sont des drépanocytaires. Quand les deux partenaires ont des traits de drépanocytose, ça veut dire qu'ils ont une forte probabilité de faire des enfants drépanocytaires qui seront sujets à des consultations fréquentes, ce qui constitue un lourd budget pour la famille. Donc, dans ce cas, il est recommandé aux deux partenaires de ne pas s'unir. Mais c'est juste une recommandation, ça ne peut pas, c'est à eux le dernier mot, quoi. Il y a aussi l'hépatite B qu'on demande généralement pour prendre les dispositions. Le virus, on demande aussi la sérologie HIV. Ces bilans, même si c'est positif, ce n'est pas pour interdire l'union des deux partenaires. Tous ces examens sont importants, c'est-à-dire le premier bilan qu'il faut demander, c'est le groupage sanguin des deux partenaires. Après le groupage, c'est l'électrophorèse de l'hémoglobine qu'il faut demander aussi. Et c'est surtout sur l'électrophorèse de l'hémoglobine qu'on insiste beaucoup pour ne pas avoir des enfants malades, surtout parce que quand on a des enfants malades, ça constitue un lourd budget pour la famille. Donc, on recherche s'il y a effectivement des traits de drépanocytose entre les deux partenaires. Si quelqu'un est AS, par exemple, ou bien l'autre, les deux sont AS, la probabilité qu'ils aient des enfants SS est élevée. Ça fait 25% d'enfants SS. Or, les enfants SS vont souvent aux soins, c'est les enfants à suivre de très près qui sont souvent malades. Donc, on ne peut pas permettre aux gens de faire des enfants malades. Mais ce que je dis encore, c'est que quand les deux partenaires sont des AS, c'est-à-dire sont des porteurs de traits de drépanocytose, on leur suggère de ne pas s'unir. Mais le dernier mot leur revient parce que c'est eux qui savent ce qu'ils veulent. Il y a l'amour, il y a le contexte social aussi, mais
le dernier mot leur revient. Parce que ce qui est encore possible, c'est qu'il y a la possibilité de faire le diagnostic anténatal de la drépanocytose. C'est-à-dire, avant la fin du 3e mois de grossesse, on fait le karyotype de l'embryon, c'est-à-dire on fait un prélèvement au niveau du trophoblaste et on fait le karyotype, on voit si l'enfant à naître sera porteur de traits drépanocytaires ou bien sera drépanocytaire. Et là aussi, quand c'est un enfant qui sera malade drépanocytaire SS ou bien un drépanocytaire, on propose aussi l'avortement au couple. Et l'avortement, c'est une proposition. Le dernier mot leur revient encore. Soit ils vont accepter de garder leur enfant et suivre les soins après, soit ils acceptent de faire l'avortement et penser à une autre grossesse. Maintenant, l'hépatite B aussi. L'hépatite B, quand on fait le test de l'hépatite B entre les deux partenaires, si c'est positif, c'est pour pouvoir traiter celui qui est positif ou l'autre pour prendre des dispositions. C'est pas que parce que l'hépatite B est là qu'on va dire aux deux de ne pas s'unir. Il en est de même aussi pour le VIH-Sida. Quand la personne est séropositive, ce n'est pas une contre-indication au mariage. Parce qu'il y a plein de séropositifs qui font des enfants séronégatifs aujourd'hui parce que le traitement est disponible et quand les gens respectent les règles et le traitement, tout se passe normalement. C'est sur ces explications du médecin que nous prenons congé de vous tout en vous remerciant de nous avoir suivis. Chers amis internautes, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner sur la page Facebook Moré TV, la page YouTube Moré Prod et de cliquer sur la cloche de notification pour nous suivre. Merci et au plaisir de nous revoir.